Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Novo Nordisk? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, Novo Nordisk, ici, c'est une compagnie pharmaceutique, d'accord, très célèbre ici pour, pour notamment son médicament. C'est son dernier blockbuster. Enfin, pas que c'est son dernier blockbuster. En fait, si vous remarquez bien dans les médias actuellement, ce médicament-là, présentement, le vent en poupe. Je pense qu'il s'appelle Ozempic, quelque chose comme ça. En fait, c'est un médicament qui est destiné à la base aux diabétiques, ok. Mais on s'est rendu compte que ce médicament-là faisait perdre du poids. Et c'est tout simplement la pilule magique. Pourquoi? Parce que ça fait très très longtemps qu'on cherche un médicament pour perdre du poids sans toutefois faire du sport. Ok? Moi, je vous encourage à faire du sport si vous voulez perdre du poids, c'est toujours meilleur. Donc ici, ce médicament-là se vend très très bien. Je pense que si je ne me trompe pas, les ventes ont dû augmenter de 50% d'une année à l'autre. C'est tout simplement un home run. Donc, Novo Nordisk maintenant s'empresse à peu près, comment on appelle ça, à pouvoir commercialiser ça de plus en plus dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis, d'accord. Donc c'est un médicament aux États-Unis, c'est un médicament qui est très 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 populaire. So, en termes d'analyse ici, quand vous voulez analyser une compagnie pharmaceutique, il faut savoir quel est le produit qu'elle vend présentement, ok. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Les produits qu'elle a présentement, quelle est par rapport au brevet en question? Quelle est la durée de chaque brevet ici? Il faut également voir, est-ce qu'il y a des pipelines? Donc, ça dit que les médicaments qui sont déjà en phase, je pense que c'est la phase 4 ou bien c'est la phase 3, donc qui sont en phase d'approbation, ok? Quels sont à peu près les types de médicaments en question? Est-ce que ce sont des prochains blockbusters, etc. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je vous ai toujours dit que c'est un secteur d'activité qui ne m'intéresse pas du tout. Parce que voilà, on fait beaucoup d'argent dessus, mais voilà, quand le plus gros médicament arrive à expiration, on vous demande, ça devient de plus en plus, enfin, le marché commence à dévaloriser la compagnie ici, même si vous avez encore certains éléments qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent pendant très très longtemps. C'est le problème avec Gilead aujourd'hui, d'accord? Bon, Gilead a d'autres problèmes que ça parce que notamment, c'est même pas un problème en tant que tel. En fait, elle a un médicament qui soigne tout simplement. C'est un très bon médicament. Mais sauf que le brevet également arrive à expiration et l'ADN de Gilead, c'est une compagnie qui a toujours fait de très bonnes acquisitions. Donc maintenant, on se dit, est-ce qu'ils vont réussir à faire une autre acquisition qui leur permettra d'avoir un blockbuster, etc. Bref, compagnie pharmaceutique, franchement, voilà, c'est pas à moi de juger si vous devez y aller ou pas, mais voilà, il y a énormément de questions à poser et ne regardez pas juste les bénéfices nets ou je ne sais pas quoi ici, d'accord? C'est bien les bénéfices, etc. Mais dites-vous généralement que quand il y a des éléments négatifs à l'horizon, le marché commence à déprécier l'entreprise. Et les éléments négatifs, ça peut être des procès en cours. Bon, tout le monde a des procès en cours ici, hein. Il n'y a pas juste Sanofi, ça fait partie du game ici. Il y a également la fin des brevets, etc. Bref. Comme d'habitude, on va suivre le plan. On regarde le revenu. Premièrement, le revenu ici de Novo Nordisk. Donc, j'ai pris le Novo Nordisk qui est coté ici aux États-Unis. Donc, le ticker symbole, c'est NVO. Je pense que c'est une entreprise, c'est une compagnie norvégienne ou bien danoise, je ne sais pas, entre les deux ici. Parce que la monnaie, généralement, ici, je pense que c'est en DKK. DKK, je pense que ça doit être la couronne danoise ou un truc comme ça. Bref, j'ai pas vérifié ici, donc on pourrait également le faire. Hein. Novo Nordisk, ça vient d'où ça? Alors, on va regarder ça rapidement. Check. Novo Nordisk, Danemark, ok, donc Danemark, c'est parfait. Donc la monnaie ici, la monnaie danoise ici, c'est le DKK, je pense que c'est DKK, c'est le ticker en fait. DKK, ok, couronne danoise, exactement. Donc faites attention quand vous allez voir les revenus ici, vérifiez toujours que les revenus sont présentés en dollars ou bien en couronne danoise, parce que il pourrait avoir ici, vous allez peut-être avoir besoin de faire à peu près ce qu'on appelle une conversion. Donc, alors, on va directement. Revenus, premièrement, je regarde ici la tendance des revenus. Idéalement, oui, on s'attend à des revenus. Sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près 22 milliards de revenus, d'accord? Donc ici, les analystes s'attendent à avoir à peu près combien? Je vous rappelle qu'on a une compagnie en croissance présentement. On s'attend à avoir à peu près 28 milliards 520 millions au 31 décembre 2023. Ok, je vais mettre le 28 milliards 520 millions ici, d'accord? Directement, 28, voilà, 520. OK? Maintenant, deuxièmement, la croissance du revenu, c'est juste à titre d'information. D'accord? Je vais regarder ici, je pourrais me baser sur le passé pour essayer d'estimer le flux. Mais déjà, on va regarder ce qui était précédemment ici. Qu'est-ce qu'on avait? OK? Donc ici, par exemple, sur les 10 dernières années,
nous avons à peu près 7% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 8% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 11% de croissance. Donc la croissance accélère. Maintenant, en termes de croissance, qu'est-ce que moi je vais prendre ici? J'ai déjà pris les revenus de 2023, d'accord? Et on va peut-être prendre les revenus estimés en 2026 également. Donc, entre 2023 et 2026, on a à peu près combien? Donc, 28, donc on a 1, 2, 3, donc 28 et 38 ici, ça donne combien? Donc, je fais ici 38 milliards, divisé ici par 28 milliards, d'accord? Exposant 0,33, donc ça donne ici aux alentours de 10%. Vous remarquez que sur les 3 dernières années, on a une croissance qui accélère aux alentours de 10% en moyenne. Donc, je prendrai ici uniquement le chiffre rond et il peut changer. Donc, faites attention. C'est pour ça que généralement, pour une compagnie qui est de croissance, je préfère l'évaluer sans prendre en considération la croissance. Ou bien si je prends en considération la croissance, je prends juste un an. OK? Parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait plus de chances d'atteindre cette croissance-là sur un an plutôt que de regarder sur le long terme ici. Enfin, quand je dis long terme, au-delà de 24 mois, ça devient de plus en plus compliqué. Ça reste là juste de l'information. Vous pouvez faire de différentes hypothèses ici que si on atteint ce genre de revenu, voilà ce qu'on aura. Donc, on pourra atteindre ce genre de revenu parce qu'on a ça. Donc, il faut faire attention ici. Il ne faut pas se bercer d'illusions ici en prenant juste les revenus. C'est dire que oui, c'est une compagnie de croissance. Vu qu'on a eu 10% précédemment, il y a de fortes chances qu'on continue à avoir 10%. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on a eu 10%. D'accord? Je reviens ici. On prendra ça à titre d'information ici plus tard. Donc ici, je prends 28 milliards 500. En termes de free cash flow, quel est le free cash flow déjà en termes d'estimation ici? Qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder ça. Free cash flow. Les analystes attendent combien en termes de free cash flow? On va également voir ce qu'on a dernièrement ici. Donc en termes de free cash flow, on a aux alentours ici, voilà. Aux alentours ici des 35-30% par là. OK, donc je vais regarder ici au niveau des net income. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Margin. Donc net income margin ici, on obtient ça. Et je vais voir déjà si les free cash flow et les net income parlent le même langage. Donc je vais essayer de voir est-ce qu'on va dans le même sens. Je ne serais pas étonné que le free cash flow et le net income ne parlent pas le même langage. Attention, parce que ce sont des entreprises qui font également beaucoup d'acquisitions. Donc elles peuvent déprécier plus que prévu. OK? Bon, ici on peut se dire qu'ils parlent à peu près le même langage. Donc c'est à peu près ça, c'est correct. Quand on regarde à long terme ici, net income et free cash flow ont tendance à se suivre, même si les free cash flow sont un tout petit peu plus élevés ici aujourd'hui, mais ils ont tendance à se suivre. Donc ici, en termes de marge de net income ici, je l'ai déjà pris ici plus haut. Donc, je regarde ici l'évolution pour voir qu'est-ce qu'on a présentement. Est-ce que nous avons une entreprise qui augmente ses marges? Oui. Remarquez ça. 10% à 31%, ça veut dire qu'à la fin de la journée, soit elle est de plus en plus efficiente, soit elle augmente de plus en plus son prix, c'est-à-dire que le pricing power est de plus en plus fort. Ici, vous voyez que quand je prends sur les 10 dernières années, on a à peu près, voilà, le pricing power est à peu près stable ici. Je pense plutôt que, vu qu'elle augmente ses revenus, à un moment donné, elle augmente plus ses revenus que ses dépenses. Donc, ce qui permet ici à l'entreprise de à peu près dégager ici des marges bénéficiaires de plus en plus élevées. D'accord? Donc, on peut le voir ici. En termes d'EBITDA, on a une stabilité ici. C'est bizarre ça. Ces net income sont à peu près... Non, sur une dizaine d'années, on a à peu près une stabilité. Sur une vingtaine d'années, on a une croissance. Exactement. Donc, c'est sur une vingtaine d'années qu'on a une certaine croissance. Bref, ça, c'est un titre d'information ici. En termes de marge ici, d'accord, qu'est-ce qu'on va prendre ici? D'accord? Le plus important, c'est de prendre des marges durables. Je ne veux pas prendre du 31% ici, alors que demain, on va se retrouver avec du 20%. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, d'accord? Les vendeurs de médicaments, faites très, très attention. Donc, ici, on se rend compte que sur les 20 dernières années, on a 27%. Sur les 10 dernières années, on a 32%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 33%. Je regarde ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir combien? On va plancher aux alentours des 33-34% par là. Je vais prendre 33%. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je prends mon 33%. Je n'ai pas envie de prendre du 40% alors que ce n'est pas le cas, ni 35% alors que ce n'est pas le cas. Si on a plus que 33%, tant mieux. L'essentiel pour moi, c'est qu'on n'ait pas moins que 33%. Donc ici, 33%. En termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on observe ici? Est-ce que nous avons une compagnie qui achète et rachète ses actions ici? Donc, déjà, en termes de croissance, posez-vous la question, la croissance est due à quoi? Par acquisition ou bien de manière organique? S'il faut jamais se poser ce genre de questions. Donc ici, nous avons une entreprise qui rachète massivement ses actions. 2,27 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Donc je prends ici 2,27. D'accord? 2,27. Maintenant, le PER moyen, ça ne m'étonnerait pas qu'on s'échange à des PER très très élevés. Dans le domaine pharmaceutique, c'est très souvent le cas, notamment quand vous avez un blockbuster. Donc, vous allez voir ici, en termes de netting, en termes de PER ici, je rappelle que le PER reste un rendement. Donc ici, parce que quand on a un PER de 20, c'est un rendement de 5%, vous faites 100 divisé par 20. PER de 25, c'est un rendement de 4%, donc 100 divisé par 25. Donc ici, sur les 20 dernières années, nous avons 23 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous avons 25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons 24 fois les bénéfices. Donc on peut se dire ici qu'on est entre 20 et 25.
soyons fous, allons être optimistes, allons mettre ça à 25 directement, donc j'ai mis 20, 22, 25. De toutes les façons, je vous ai dit une chose, d'accord? Vous prenez ici, vous pouvez refaire le calcul de vous-même dépendamment de votre sensibilité. Vu que nous avons une compagnie de croissance ici, je sous-entends que le marché va continuer à apprécier la croissance de cette compagnie ici, d'accord? Notamment quand on a un médicament ici, entre parenthèses, qui permet aux gens de maigrir, dites-vous que c'est la pilule magique. D'accord? C'est vraiment la pilule magique. Donc, on va beaucoup s'emballer par rapport à ce genre de situation, par rapport à ce genre de médicaments-là. Mais gardez la tête froide. Il ne faut pas verser ici dans l'optimisme extrême. D'accord? Donc, ici, au niveau de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient? En termes de dette nette, ici, nous avons une entreprise qui a une dette nette. Elle a même plutôt du cash net. On a plutôt 1,5 milliard. Je pense ici que c'est la bonne information. D'accord? Toujours aller vérifier avec comment on appelle ça? Toujours aller vérifier dans les rapports financiers. OK? Donc, ici, 52. Voilà. Parfait. Qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on va directement 28 milliards 520 millions. D'accord? Fois 33% de ce montant, ça donne combien? 9 milliards 400. D'accord? Fois 25 fois les bénéfices. J'exagère déjà, d'accord? Donc, c'est la marge supérieure ici. Vous savez que nous, on ne part jamais au-delà de 25 fois les bénéfices. Moins la dette nette ici, on a une dette nette aux alentours. On a même plutôt du cash net, donc plus 1 milliard 520 millions, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près 2 milliards 270 millions d'actions ici, d'accord? Ça nous donne ici aux alentours de 104 dollars l'action. 104 dollars l'action à X25. Donc, X25 égale à 104 dollars l'action. Maintenant, on va prendre le X25 ici, mais avec l'estimation des analystes, d'accord? Estimation ici avec un revenu de combien? Donc, admettons qu'en 2026, on atteint un revenu ici de 38 milliards parce que tout marche bien, etc. Admettons, ça reste maintenant de la guesstimation, 38 milliards. C'est pour voir où est-ce qu'on peut aller. OK? Donc, ça nous permet de voir où est-ce qu'on peut aller et ça nous situe par rapport au prix actuel. Donc, on se dira peut-être que si on prend en considération l'estimation des analystes, le prix actuel inclut déjà une certaine croissance. Donc, ici, à 38 milliards de revenus, donc on prend 38 milliards de revenus, 33% de ce montant, ça donne combien? Ça donne ici à peu près 12 milliards 540 multiplié par 25 fois les bénéfices. Nous avons ici à peu près 313 milliards, divisé ici par plus le cash net. Techniquement, voilà, on va le mettre plus 1,52 ici, ou bien 1,51, ça ne change rien du tout. Divisé par le nombre d'actions ici, 2 milliards 270 millions, ça donne ici 139 dollars l'action. Donc ici, à 139 dollars l'action, d'accord, l'entreprise serait évaluée en prenant en considération la croissance de 2026. Donc, je dis ceci. Au prix actuel, voilà, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Je ne dirais pas qu'on est surévalué, je dirais qu'on est correctement évalué par rapport à la croissance qui arrive. OK? Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait acheter aux alentours des 100 dollars. Donc, je pense ici que c'est un abonné qui m'a proposé cette entreprise depuis quelques temps. Donc, je pense que s'il a acheté l'entreprise aux alentours de 100 dollars, si vous l'avez acheté aux alentours de 100 dollars, etc., vous avez un bon prix d'acquisition ici. OK? Vous n'avez pas surpayé, c'est un prix assez correct ici. Maintenant, tous vos bénéfices vont venir de la croissance future. OK? Maintenant, en termes de dividendes, qu'est-ce qu'on obtient ici aujourd'hui? Je prends déjà l'exemple de base ici avec le revenu avec un revenu ici de 28 milliards. 28 milliards 520, d'accord? Si on prend 33% de ce montant-ci, ça donne ici à peu près 9 milliards 400. D'accord? On va faire 9 milliards 400 ici. 9 milliards 400 divisé ici par la capitalisation boursière actuelle on a une capitalisation boursière ici d'à peu près 295 milliards, divisé ici par 295 milliards, ça donne ici un rendement de 3,18%. Donc, si vous reversez la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, vous aurez à peu près 3,18% de rendement. Donc, c'est-à-dire que le dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Et je n'ai pas pris en considération une éventuelle croissance. Donc, ici, vous savez qu'on n'est pas là pour vous dire est-ce que le dividende va augmenter, etc. Il y a de fortes chances qu'il augmente. Le plus important pour nous, c'est de savoir si le dividende ici est safe. Et à première vue, c'est le cas. C'est un dividende qui est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Mais je pense ici que l'entreprise favorise le rachat d'actions plutôt que le paiement d'un dividende, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas plus mal, d'accord? Novo Nordisk ici, c'est une compagnie qui est, on va se dire simple, correctement évaluée au prix actuel, ça inclut déjà une certaine croissance. Idéalement, voilà,
aux alentours des 100 $, ça pourrait commencer à être intéressant pour ceux qui sont trop optimistes. Sinon, pour les pessimistes comme nous, d'accord, ceux qui aiment les bonnes affaires, voilà, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser aux alentours des 70-80 $ l'action. Maintenant, je ne suis pas encore dit que je l'attends à 80-60 $ l'action. Il y a de fortes chances que même si on me le propose, même si on propose cette entreprise à 80 $ l'action, moi, personnellement, que je ne l'achète pas. Donc, il faut déjà savoir que j'ai ce biais-là ici. C'est pas une industrie qui m'intéresse énormément. Donc, à vous de voir ici ce genre d'industrie si vous intéresse. Et si ça vous intéresse, ne soyez pas omnibulé par le price action ou bien ici le PER ou bien le dividende ici. De toute façon, ici, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc, ici, je pense que c'est une entreprise qui va connaître une belle croissance dans le futur. Bref, qu'à cela ne tienne, le prix actuel est juste correct ici et je vous ai montré ici pourquoi. Je sais que j'ai pris 2 hypothèses ici, mais également je dois prendre en considération la croissance ici. Donc, est-ce que c'est normal pour moi de dire que non, c'est surévalué? Non, non, non. On n'est pas dogmatique ici. On pose la question, on se dit, OK, techniquement, s'il n'y a pas de croissance, on est à 104. Mais vu que le marché anticipe une certaine croissance, on peut être à 139 ici si on prend en considération une croissance d'ici 2026. Idéalement, ça pourrait changer. Ce sont des guesstimations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver ici. Admettons qu'on vous dit que le médicament en question ici a des effets secondaires. L'action pourrait faire shit en une journée. OK? Donc, ce sont des risques à prendre en considération. OK? De toute façon, il y a des risques partout. D'accord? Ici, on va juste se dire qu'on est correctement évalué, mais ça reste une belle entreprise par rapport à ce qu'on voit ici aujourd'hui. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.